monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je compte bien sûr sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et écrire dans les commentaires. Au programme ce soir, le départ de François Bayrou de Matignon laisse place à de nouvelles incertitudes. À la veille d'un mouvement de colère sociale, Emmanuel Macron va-t-il reconstituer un nouveau gouvernement? Va-t-il dissoudre? Peut-il être contraint à la démission? Réponse dans cette édition. Nous reviendrons ensuite sur un autre feuilleton politique, celui des journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen, payés par vos impôts, mais acquis à la gauche. Et puis, pour terminer, un petit détour par la République tchèque qui connaîtra bientôt des élections législatives. Le gouvernement sortant, ouvertement atlantiste, devra affronter les patriotes de Babiš, alliés du RN et de Viktor Orban au Parlement européen. Après Bayrou, à qui le tour? À l'aube du mouvement du 10 septembre, la démission du Premier ministre remet Emmanuel Macron sur le devant de la scène, la position préférée du chef de l'État qui a différentes clés en main, y compris sa propre démission. Mais ne rêvons pas. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Comme prévu, Bayrou a joué et Bayrou a perdu. Lundi soir, le vote des parlementaires n'a pas laissé de place à l'hésitation ou au faux-semblant. Avec 364 voix contre la confiance, c'est un échec cuisant qu'a essuyé le Béarnais. À noter que 13 membres de la droite républicaine ont voté contre le Premier ministre, alors même que leur patron, Bruno Retailleau, est au gouvernement. Un député du socle commun a également choisi de s'abstenir, laissant entrevoir l'explosion pure et simple des espoirs de reconstituer un semblant de force politique. François Bayrou était donc dans l'obligation de remettre la démission de ce gouvernement au président de la République. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en début d'après-midi ce mardi, sans doute le temps de profiter une dernière fois de la cantine de Matignon, dont les couloirs sont désormais libérés. Le problème de gouvernance reste toutefois entier à l'Élysée. De l'intérêt pour Emmanuel Macron de maintenir le suspense autour du prochain Premier ministre. Une nouvelle diversion pour tenter de passer sous silence la question de sa démission qu'il refuse toujours d'envisager malgré le blocage politique. Et si le départ du chef de l'État n'est pas prévu, la dissolution n'est pas davantage automatique. Emmanuel Macron se serait d'ailleurs laissé aller à écarter cette possibilité. Pourtant, c'est ce que réclame une large part de l'opposition, à commencer par Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. J'entends dire ici et là qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'Emmanuel Macron n'y aurait pas intérêt. Mais ni les règles de la démocratie, ni la Constitution ne prévoient que le président de la République agisse par intérêt. Il doit agir par devoir, et en l'occurrence, dans l'intérêt supérieur du pays. Et s'il dispose de pouvoirs pour permettre l'exercice de la démocratie et le fonctionnement des institutions, c'est pour les mettre en œuvre quand la situation l'exige. Tout laisse penser juridiquement, politiquement, voire moralement, que la dissolution n'est donc pas pour lui une option, mais une obligation. Mais Emmanuel Macron a déjà montré qu'il cédait rarement à ses obligations, surtout quand elles étaient morales. En revanche, s'agissant d'imposer une allocution à 20h aux Français, c'est un mais dont il ne se lasse pas. Ainsi, nombre de commentateurs se préparaient à l'idée d'une grande messe ce mardi soir. Reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer de bon puisque son départ n'est pas au programme. La nomination d'un nouveau Premier ministre est annoncée comme rapide. Certains pensent audacieusement que la révélation pourrait même être imminente. En tout cas, ça se bouscule déjà sur la ligne de départ. Eh bien non, moi je ne suis pas, comme on dit, une assise. Je suis capable évidemment, et je l'ai montré dans toute ma courte carrière politique, que je prenais des risques. Donc si d'aventure il fallait assumer cette mission-là, évidemment je ne rechignerai pas, mais c'est le choix du président de la République. Yaël Braun-Pivet se tient donc prête pour de nouvelles aventures, pas sûr toutefois qu'elle puisse faire mieux que le Béarnais. En effet, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale ne donnerait pas satisfaction à la gauche, considérée comme macroniste de la première heure, et les Républicains se décrédibiliseraient
encore davantage en participant à un tel gouvernement. Quant au RN, il pourrait s'en contenter dans la mesure où Yaël Braun-Pivet a toujours été gentille et respectueuse envers ses membres. Un peu court pour un blanc-seing. En réalité, les hypothèses quant au prochain Premier ministre soulèvent toute la question de la confiance qui sera très difficile à obtenir d'une majorité de parlementaires. Bien sûr, le camp présidentiel, de plus en plus réduit, agitera les besoins d'un budget avant la fin de l'année, bien qu'il puisse ensuite passer par une loi de finances rectificative. Le laïus sera donc toujours le même, la menace du chaos, un totem qui repoussera la censure du prochain locataire de Matignon. Emmanuel Macron, non content de refuser de partir, semble donc également écarter l'hypothèse démocratique de la dissolution, qui pourrait effectivement lui apporter encore moins de députés que lors des législatives de 2024. Si elles étaient convoquées, ces élections pourraient consacrer le Rassemblement national qui espère envoyer Jordan Bardella au poste de Premier ministre. La France vivrait alors une cohabitation inédite où la gouvernance serait particulièrement complexe, même avec une majorité absolue. Par ailleurs, si le RN était majoritaire avec le président En Marche, on aurait également des cris d'orfraie médiatiques pour annoncer le chaos à cause du gouvernement. Le même argument qui alerte également sur le mouvement prévu demain, le 10 septembre, une opération qui pourrait d'ailleurs trouver un nouveau carburant dans l'allocution présidentielle. Mais comme toujours avec la Macronie, la mobilisation, quelle que soit sa forme, ne sera pas entendue autrement que comme un mouvement à briser. Cette journée a été confisquée, si j'ose dire, a été totalement détournée par les insoumis, par l'extrême gauche, par l'ultra-gauche, ce qui fait qu'il y aura sans doute moins de mobilisation que ce qui pouvait être prévu. On ne rebondira pas sur le terme de confiscation qui, au vu des conséquences des résultats des dernières législatives, ne devrait plus jamais être utilisé par un membre du gouvernement. En effet, s'il est clair que l'extrême gauche cornacra une bonne partie des mobilisations de mercredi, crier à la récupération ne règle pas pour autant les raisons de la colère citoyenne légitime. Par ailleurs, la volonté délibérée qui a toujours primé depuis 2017 de laisser libre cours aux exactions des Black Blocs ne laisse pas d'autre choix que de penser que le pouvoir en place espère les débordements pour nuire à quelconque contestation populaire. Rappelons que les membres des Black Blocs sont globalement connus par les services et qu'ils peuvent être mis hors d'état de manifester et donc de casser en ce qui les concerne assez simplement. Si tel n'est pas le cas, c'est donc que c'est un choix délibéré de la part du pouvoir, à croire que ceux qui agitent la menace du chaos le façonnent méthodiquement jour après jour. Retour sur le flagrant délit de parti pris pour 2 journalistes du service public. Patrick Cohen et Thomas Legrand, 2 voix importantes de France Inter, ont été filmés alors qu'ils dévoilaient leur plan pour favoriser la gauche. Explication de Renaud de Bourleuf. Le penchant politique des journalistes du service public n'est plus un secret de polichinelle. Vendredi, le magazine L'Incorrect a publié 3 vidéos filmées début juillet dans un café du 7e arrondissement de la capitale. Nous y voyons à table Thomas Legrand et Patrick Cohen, tous les 2 journalistes à France Inter, chaîne de radio publique et donc rémunérée avec vos impôts. Ils discutent avec Luc Broussy, président du Conseil national du Parti socialiste, Pierre Jouvet, député européen, et chargé au sein du Parti socialiste de la stratégie électorale. Dans la première vidéo, nous voyons ces 4 individus échanger au sujet des élections municipales parisiennes de 2026 et de la manière de barrer la route à la candidate de la droite et de la Macronie, Rachida Dati. Nous, on fait ce qu'il faut, disent les journalistes. Un travail de militants, donc. Dans la deuxième vidéo, les 4 intéressés évoquent l'hypothèse d'un duel de second tour entre Raphaël Glucksmann et Marine Le Pen. Et dans la troisième, ils se plaignent que de nombreuses rédactions, dont Le Figaro, ne sont pas assez favorables aux énergies renouvelables. Rachida Dati a réagi quant aux attaques évoquées contre elle, fustigeant des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Maître Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, souligne que la question n'est pas seulement déontologique. Alors, c'est pas leur déontologie qui leur interdit, c'est le code pénal. On n'a pas le droit d'utiliser une fonction publique pour laquelle on est payé par de l'argent public, afin de mettre en œuvre un positionnement politique ou de soutenir une ligne politique ou un camp parmi d'autres. Juste, on n'a pas le droit de faire ça avec de l'argent public. L'argent public doit être utilisé au moins en théorie dans l'intérêt général. Là, visiblement, ces messieurs utilisent leur position qui est conférée par une entité publique pour faire de la promotion d'un camp en étant
payé de la même manière que si quelqu'un était payé par de l'argent public comme inspecteur des finances ou autre. Il se servait de son travail d'inspecteur des finances pour soutenir un camp politique, par exemple en disant je vais protéger les partis politiques que j'aime bien des enquêtes fiscales et je vais enquêter fiscalement et puis même prélever de l'argent qui n'a pas de raison d'être prélevé à des camps politiques, enfin des partis politiques que je n'aime pas. Donc la question, alors vaguement déontologique si on veut, mais poser la question sous l'angle de la déontologie est malheureusement bien en deçà de la réalité. C'est comme si on apprenait qu'un président de l'université violait une étudiante. Il y a peut-être un manquement à la déontologie, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Là, les bons hommes devraient être en garde à vue. Ce n'est évidemment pas l'avis des deux intéressés. Thomas Legrand s'est défendu dans un éditorial intitulé « Oui, j'ai pris un café avec deux socialistes », publié dimanche dans le journal Libération. Reste que Thomas Legrand a été suspendu à titre conservatoire par France Inter. Il devait animer dimanche avant 9h un échange avec un invité. En revanche, hier lundi, Patrick Cohen a tranquillement fait son éditorial dans la matinale de la radio publique. Pendant ce temps, l'Arcom a affirmé qu'elle recueillerait dans les meilleurs délais tous les éléments d'explication auprès de Radio France et France Télévisions afin de s'assurer du respect par le service public de l'audiovisuel de ses obligations d'impartialité et d'indépendance. Reste à savoir quelles seront les suites concernant les deux journalistes. Alors très vraisemblablement rien parce que la France est une république bananière, c'est-à-dire que dans un pays normal, les bons hommes seraient déjà en garde à vue. Il va très vraisemblablement rien se passer du point de vue pénal parce que le parquet de Paris est une blague dans les affaires politiques. Il va très vraisemblablement rien se passer avec l'Arcom parce que l'Arcom aussi est une vaste blague. L'Arcom d'ailleurs, il y a un arrêt TV avec un concerne le Cercle Droit et Liberté, le GIM, l'ASLA, enfin ces trois associations. Concernant justement les temps de parole, l'Arcom a dit, et le Conseil, elle l'a dit d'abord, elle l'a dit devant le Conseil d'État, le Conseil d'État a validé, que donner 90% du temps de parole à la coalition de second tour qui gagne les élections depuis 2017, donc qui va de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, en passant par Attal, Horizon, le PS, tout ce qu'on veut. Cette coalition-là a 90% du temps de parole, selon les chiffres mis en ligne par l'Arcom elle-même. Le Conseil d'État vous dit, depuis des années, le Conseil d'État vous dit, ouais, c'est tout à fait normal, la majorité a 90% du temps de parole, l'opposition a 10% du temps de parole, il n'y a pas de déséquilibre significatif. Donc il ne va rien se passer avec l'Arcom, parce que c'est une farce. Peut-être que l'un des deux se prendra un blâme. Au bout de 15 blâmes, il aura un avertissement. Au bout de 15 avertissements, il aura un rappel à l'ordre. Au bout de 15 rappels à l'ordre, il y aura peut-être une suspension de 3 jours, enfin ce genre de choses. Il va vraisemblablement rien se passer parce que nous sommes une république bananière. Une république bananière dont les éminences n'acceptent pas qu'on reprenne leur méthode. Ainsi, en 2018, le même Patrick Cohen jugeait remarquable que Laurent Wauquiez ait été filmé et enregistré à son insu. La loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime. L'arroseur n'apprécie pas d'être arrosé. Et partons maintenant en Europe avec des élections législatives à venir en Tchéquie début octobre. Le duel s'annonce rude entre le gouvernement sortant très atlantiste et les populistes emmenés par le milliardaire Andrej Babiš, allié du Rassemblement national et de Viktor Orban au Parlement européen. Le décryptage de Nicolas Delamberterie et Alimoudine Ousmani. Une campagne électorale tendue va animer tout le mois de septembre en Tchéquie, puisque le favori des élections, le populiste Andrej Babiš, a été victime d'une agression physique pendant une réunion de campagne, ayant été frappé à la tête à coups de béquille. Plus de peur que de mal pour l'ancien Premier ministre, qui est rapidement ressorti de l'hôpital, mais c'est le symbole d'une campagne électorale tendue, où deux blocs s'affrontent. D'une part, le pouvoir en place, incarné par le Premier ministre sortant Péter Fiala, un ultra-atlantiste de centre-droit qui est en poste depuis fin 2021. Durant sa mandature, Fiala s'est illustré par un volontarisme atlantiste très prononcé et remarqué à l'international, puisque c'est notamment la Tchéquie qui avait pris la tête d'une initiative pour que l'Europe constitue un fonds commun en vue d'acheter des armes pour l'Ukraine. Mais après des années économiquement difficiles pour les Tchèques, entre le Covid et la guerre en Ukraine, ou encore le rejet bruyant du Green Deal par les agriculteurs tchèques, la popularité de Péter Fiala est assez déclinante. À l'inverse, Andrej Babiš, qui a occupé le poste de Premier ministre entre 2017 et 2021, caracole en tête des sondages et espère retrouver la tête de l'exécutif après les élections. Selon Alimoudine Ousmani, Babiš est parvenu à mener jusqu'à présent une campagne répondant aux attentes de l'électorat tchèque déclassé par les difficultés économiques. Beaucoup de Tchèques disent avoir perdu en niveau de vie. Babiš joue sur cette lassitude. Son programme est simple et direct.
plafonner les prix de l'énergie et nationaliser totalement ČEZ, le géant énergétique tchèque majoritairement contrôlé par l'État qui produit et distribue l'essentiel de l'électricité du pays. Il promet aussi de baisser les impôts et de ramener l'âge de la retraite à 65 ans. Sur l'Ukraine, il défend l'aide humanitaire mais refuse un soutien militaire illimité. Et sur l'immigration, il critique la politique de Bruxelles. Ce mélange lui permet de rassembler eurosceptiques et pragmatiques autour d'un discours centré sur le quotidien. Sa force est aussi dans la mémoire collective. Pour beaucoup, la période 2017-2021 de son gouvernement évoque une stabilité économique pré-Covid, malgré les scandales de népotisme et de corruption qui l'ont éclaboussé. Aujourd'hui, les électeurs semblent privilégier le pouvoir d'achat et les mesures concrètes à la probité. Babiš vise avant tout les employés des régions périphériques, les retraités et les classes populaires, qui se sentent fragilisés par l'instabilité actuelle. Rien pourtant n'a été épargné à Babiš pour essayer de l'empêcher de retourner aux affaires, puisque le gouvernement actuel a fait en sorte qu'il ait à rembourser diverses subventions européennes dont ont bénéficié ses entreprises, tandis qu'il y a 2 ans, il a subi un procès sur ces questions de subventions, d'où il est ressorti acquitté. Autre originalité de la campagne, plus de 4 Tchèques sur 10 redoutent selon un sondage des ingérences de l'Union européenne dans la campagne électorale. D'ailleurs, une autre ingérence ne fait aucun doute, celle de la direction de l'OTAN, puisque le secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte, a publiquement félicité le gouvernement sortant pour son engagement en faveur de l'Ukraine et de l'Alliance Atlantique. Pas certain toutefois que ces ingérences soient au goût des électeurs tchèques, souvent insaisissables pour la plupart des observateurs extérieurs. En effet, dans la nature profonde de son identité nationale, la Tchéquie présente des caractéristiques souvent méconnues qui influent dans son identité politique. Alors que la Slovaquie voisine est marquée par l'ancrage catholique et par un sentiment russophile issu de la période communiste, la Tchéquie est l'un des pays les plus athées d'Europe, voire même du monde, une orientation qui remonte à la révolution religieuse hussite du début du XVe siècle. La conséquence observable de cette tendance dans la société tchèque est la force du courant libertarien, ce qui induit une euro-indifférence ou un euroscepticisme assez profond, mais aussi un poids conséquent de partis assez inclassables comme le Parti pirate. En tout état de cause, la composition du prochain gouvernement tchèque sera sans doute déterminée par le résultat des petits partis. En effet, le mode de scrutin proportionnel fait qu'aucun parti ne devrait obtenir à lui seul de majorité absolue au Parlement, qui compte 200 sièges. En 2021, c'est d'ailleurs le recul des scores du Parti communiste tchèque, qui soutenait le gouvernement Babiš de l'extérieur, qui a conduit à la chute de Babiš. Cette année, Babiš devrait toutefois pouvoir compter sur 2 alliés potentiels. Entre la coalition nationaliste emmenée par Tomio Okamura, un homme politique quelque peu fantasque ayant des origines japonaises et coréennes, et les communistes qui ont formé une coalition avec d'autres partis de gauche et devraient eux aussi franchir la barre des 5%. Un retour au pouvoir d'Andrej Babiš devrait en premier lieu ravir le Hongrois Viktor Orbán et le Slovaque Robert Fico, qui sont souvent bien isolés dans les rapports de force à Bruxelles et se réjouiront sans doute d'avoir un petit allié supplémentaire pour faire porter leur voix dans la marée euro-mondialiste de Bruxelles. Résultat des courses, le samedi 4 octobre prochain. Et on poursuit avec l'actualité en bref en France. Des nouvelles du vivre tous ensemble ce mardi matin à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine. Des têtes de cochons ont été retrouvées aux abords de lieux de culte musulmans alors que cette viande est considérée comme impropre dans l'islam. Une provocation débile qui illustre à nouveau les conflits de communautés qui se multiplient en France avec l'essor de l'immigration et les tensions inhérentes. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a annoncé qu'une enquête avait été immédiatement ouverte pour retrouver les auteurs des actes qu'il juge abject et que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a considéré comme une sorte de profanation. Le Crédit Agricole passe à la caisse. Lundi, c'est devenu la première banque française à solder avec la justice son implication dans l'affaire dite du Cum-Cum, un mécanisme d'arbitrage de dividendes permettant à des actionnaires étrangers d'échapper à l'impôt. Sa filiale de financement, CACIB, a accepté une convention judiciaire d'intérêt public avec le parquet national financier validée
par le tribunal judiciaire de Paris et versera 88 200 000 € pour éviter un procès. La banque reconnaît ainsi des faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale après avoir déjà payé 46 millions d'euros de redressement. Entre 2013 et 2021, ces traders ont mené 2500 opérations générant environ 50 millions d'euros de profit. Cette décision ouvre une brèche et accroît la pression sur BNP Paribas, la Société Générale, Natixis et HSBC, encore visés par des enquêtes similaires. Des bonbons qui font goûter le patrimoine d'une région, alors que les cachous la jaunie, ces petits bonbons à la réglisse nés à Toulouse, ont disparu des rayons depuis plusieurs mois. Un entrepreneur souhaite relancer la production. Le patron des ateliers de Tonton Pierrot, situé dans l'Hérault, a fait cette proposition au groupe néerlandais Perfetti van Melle, qui avait arrêté la production et la distribution des cachous la jaunie. Pour l'entrepreneur héroltais, il s'agit d'une partie du patrimoine toulousain qu'il faut défendre. Et à présent, le tour du monde en bref. L'Espagne n'a rien à envier à la France en matière de santé publique. À l'hôpital de Terrassa à Barcelone, une femme a mis fin à ses jours au sein même du service des urgences après avoir attendu d'avoir un lit pendant plus de 48 heures. La patiente, atteinte de troubles psychiatriques, attendait une place dans le service pour être internée. Le personnel consterné déplore une situation tout bonnement hallucinante. Certains soignants de l'établissement expliquent que des patients auraient attendu aux urgences plus d'1 mois pour avoir une place dans un service adapté. Le record serait de 5 semaines passées aux urgences. Nouveau remous autour des navires humanitaires pour Gaza. 1 millier de personnes se sont rassemblées dimanche à Sidi Bou Saïd, près de Tunis, pour accueillir la flottille humanitaire partie de Barcelone en direction de Gaza, à bord des députés et eurodéputés LFI. Le départ vers Gaza des navires de la Global Summit Flotilla a été repoussé à mercredi pour des raisons techniques et logistiques. Par ailleurs, les responsables de la flottille disent qu'un des bateaux a été frappé par un drone dans la nuit de lundi à mardi au large de Tunis, tandis que les autorités tunisiennes démentent l'information. L'initiative de la flottille vise officiellement à ouvrir un corridor humanitaire et à dénoncer le blocus de l'enclave. En réalité, la nature même des personnalités à bord de ces embarcations semble rendre l'initiative contre-productive. Lors d'un précédent voyage, une passagère avait été arrêtée par les autorités israéliennes en possession de drogue. Désaveu pour Javier Milei. Dimanche, en Argentine, le parti libertarien du président a perdu une élection locale dans la province de Buenos Aires, un territoire qui compte un tiers de l'électorat. Il faut noter que la province de Buenos Aires est un fief péroniste et qu'une victoire des soutiens du président était presque inimaginable. Mais l'écart est encore plus important que prévu, seulement 34% pour la Libertad Avanza, contre 47% pour le parti de centre-gauche. Mi-octobre, des élections législatives de mi-mandat auront lieu pour renouveler un tiers du Sénat et la moitié des députés. Javier Milei garde 40% d'opinion favorable, tout en reconnaissant la défaite de son parti dimanche. Il annonce la poursuite et l'approfondissement de sa politique. Au Japon, on sait démissionner. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé sa démission dimanche, moins d'1 an après son arrivée au pouvoir. L'ancien ministre de la Défense et de l'Agriculture avait convoqué des législatives anticipées dès octobre, mais son pari s'était soldé par la perte de la majorité absolue du Parti libéral-démocrate, contraint depuis à négocier avec l'opposition. Critiqué pour sa gestion de l'inflation et des hausses de prix, ainsi que pour plusieurs faux pas médiatisés, il était soumis à une pression croissante après les démissions en chaîne de hauts responsables du PLD. Âgé de 68 ans et issu d'une minorité chrétienne, Shigeru Ishiba s'était engagé à créer un nouveau Japon face au déclin démographique. Sa cote de popularité avait pourtant récemment rebondi, portée par un accord commercial avec Washington. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit le général Jean-Claude Allard pour évoquer cette guerre latente entre les États-Unis et la France. Le déploiement des drones, énormément de drones, avec 3 niveaux de drones. Le drone de contact qui est utilisé sur la ligne de contact et que l'on voit souvent à la télé pour chasser les soldats. Et puis le drone qui attaque dans la profondeur et qui supplée un petit peu l'aviation et en coordination avec les missiles balistiques peut taper dans la profondeur d'un dispositif. Et des deux côtés, puisque l'Ukraine met au point un missile et a déjà attaqué des raffineries de pétrole et des bases aériennes russes. Donc la guerre dans la profondeur, par les voies aériennes, par les drones. Et donc l'enseignement, c'est en contrepartie la défense antiaérienne contre tous ces effets qu'il faut développer.
Demain dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec le journaliste Francis Bergeron. Il présente son dernier roman jeunesse, Le clan des Bourdessouls, le secret du camp de Boulogne-sur-Mer. C'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.